présence à cette conférence. Je suis Pascal Bézard, responsable de sensibilisation au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Gard. Et comme on m'a demandé tout à l'heure ce qu'étaient les CLU, donc j'en profite, le temps nous est un peu compté, mais pour rappeler que les CLU, il y en a un par département en général. Nous avons 3 missions. Une mission de conseil aux collectivités, une mission de conseil aux particuliers, donc chacun peut venir avec un projet de construction, de réhabilitation et également un projet d'aménagement de jardin. Nous avons des paysagistes qui peuvent recevoir également des particuliers exactement pour cela. Et enfin, une mission de sensibilisation. Chaque semestre, nous éditons un programme, vous l'avez, si vous l'entendrez à la sortie, ça s'appellera ainsi l'émission. Et donc, dans ce programme, nous avons des actions multiples et variées, des concours photographiques, des cours d'architecture, des conférences, débats, et également des projections cinématographiques, les ateliers pour enfants. Alors, nous remercions la direction de la Chartreuse d'avoir accepté, d'avoir accueilli spontanément notre proposition d'accueillir Raphaël et Catherine Larère, et par l'intermédiaire d'Audrey Pujol. Et merci également à tous les deux d'avoir si gentiment accepté cette invitation et pour les échanges que nous avons eus jusqu'ici en toute simplicité. Catherine et Raphaël Larère sont les auteurs de nombreux ouvrages, ensemble ou séparément. Et leur dernier livre, Penser et agir avec la nature, a été publié en 2021 aux éditions La Découverte. Il est bien en position, bien placé à la librairie de la Chartreuse. Sociologue, Raphaël Larère a été directeur de recherche à l'INRA et président du conseil scientifique du Parc national du Mercantour, notamment, où il siège encore. Philosophe, Catherine Larère a enseigné dans plusieurs universités de Paris, ainsi qu'à l'école de sciences sociales, notamment. Alors, protéger ou respecter l'environnement, est-ce la même chose? Quel rapport l'homme et la nature doivent-ils entretenir pour éviter la catastrophe écologique qui nous attend? Que signifie avoir des devoirs vis-à-vis des générations futures? Bien, toutes ces interrogations appartiennent au domaine de l'éthique environnementale, domaine que Catherine Larère a fortement contribué à développer en France. Et pour faire le lien avec ce qui précède, mais alors dans une vision totalement désenchantée, je mentionnerai l'anthropologue Claude Lévi-Strauss qui, dans son ouvrage Triste tropique, a publié en 1955. Il y a une note que l'évasion promise par les voyages est un leurre, puisque toutes les cultures sont déjà devenues semblables. Nous recherchons dans les voyages des choses nouvelles, nous dit-il en substance, des modes de vie différents des nôtres, mais nous ne les trouvons pas. Nous ne les trouvons pas car notre civilisation les a détruits, selon Claude Lévi-Strauss, et les a détruits par les guerres, la colonisation ou l'application de modèles de développement économique destructeurs, légitimés en cela par plusieurs courants de pensée depuis le XVIIe siècle. Donc ces courants de pensée ont d'abord posé une frontière entre l'homme et la nature, puis repoussé encore les limites en considérant comme inférieurs les êtres humains qui ne lui étaient pas semblables. Plus de 20 ans plus tard, en 1979, on peut dire dans l'entretien qu'il accorde au journal Le Monde que c'est en commençant par respecter toutes les formes de vie en dehors de la sienne que l'homme pourrait être sûr de respecter toutes les formes de vie au sein de l'humanité. Donc l'argumentation de Claude Lévi-Strauss vient apposer le respect de la nature au rang de discipline d'où seul peut être déduit à titre second le respect dû à l'homme, puisque dans le même article, il ajoute, je cite, « Les droits qu'on doit reconnaître à l'homme ne sont qu'un cas particulier des droits qu'il nous faut reconnaître au pouvoir créateur de la vie. » Cet anti-humanisme philosophique a été amplifié par ce qu'on pourrait appeler une philosophie de l'écologie, que l'on trouve à la même période chez le philosophe Hans Jonas, dont l'ouvrage Le principe responsabilité sort aussi en 1979 en Allemagne. Pour lui, veiller à l'avenir de l'humanité et à celui de la nature ne forment qu'un seul et même devoir. Là aussi, la frontière de l'humain et du non-humain s'estompe au profit de l'idée qu'il faut accorder à la nature une véritable dignité, respecter son intégrité, par-delà l'aspect utilitaire. Donc cette introduction à grands traits, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, pour insister sur le fait que la réflexion n'est pas nouvelle. Le contexte de détérioration de la nature sera accentué d'ici 2030 si les tendances actuelles se poursuivent et qu'il est plus que jamais nécessaire de réfléchir à des formes renouvelées de prudence et de prévention
Nécessaire aussi de trouver des alternatives pour agir bien vis-à-vis d'une nature dont on semble découvrir, en dépit des alertes, que les ressources ne sont pas inépuisables. C'est en ce sens que l'éclairage de Catherine et Raphaël Larère nous a semblé essentiel sur ces relations homme-nature. Et je leur laisse à présent la parole. Merci beaucoup. Merci de l'introduction. Je vais commencer par justifier notre titre. Et vous m'entendez là? Il faut pas que je continue à parler plus près peut-être. Oui, je vais justifier le titre que nous avons choisi, Raphaël et moi, et je vais du coup introduire un cran de difficulté supplémentaire, puisque c'est le terme même de nature que je vais mettre en question. Donc, par-delà nature et culture, et après, comme vous venez de l'entendre, vous pourriez vous dire, bon, bah, finalement c'est relativement simple, on n'a pas fait attention à la nature, on a pensé que c'était donné, que ce qu'il y avait autour de nous allait de soi, et puis on se rend compte que ben non, ça ne va pas de soi, que les ressources s'épuisent, que le climat change, et donc, bien recomposant les rapports entre l'homme ou entre les hommes et la nature. C'est souvent ce qu'on se dit. Et donc, j'aimerais vous parler de la nature. Or, c'est la nature même qui fait problème. Je dirais c'est le paradoxe de... Pascal disait, parlait des années 70, disons, oui, 50 ans de réflexion sur les questions d'environnement et de nature ont amené à se dire que dans l'expression l'homme et la nature, et le terme même de nature fait problème, et la façon même de mettre d'un côté l'homme, de l'autre la nature, de faire une dualité entre l'homme et la nature, posait problème. Et donc je voudrais commencer par vous dire quel type de problème ça pose, et surtout à partir de qui. Excusez-moi, il faut que je repère. Bon. C'est là. Ouais. Ouais, ok. C'est où? C'est là? Ah non, c'est là. Ah, c'est retrouvé. Ok, excusez-moi. Donc, en fait, cette façon de remettre en question ce qui allait de soi, de dire, ben, c'est pas simplement qu'il faut recomposer nos rapports avec la nature, c'est qu'il faut se demander si c'est bien avec la nature qu'il faut avoir rapport. Nous devons ça à deux auteurs essentiellement. L'un qui est mort il y a à peine une semaine et à qui nous voudrions rendre hommage, pour commencer, Bruno Latour. Et un deuxième qui a succédé d'ailleurs à Claude Lévi-Strauss au Collège de France, avec, entre-temps, il y a eu une femme, Françoise Héritier, mais bon, Philippe Descola a occupé la chaire de Claude Lévi-Strauss au Collège de France, et donc qui ont remis en cause l'idée qu'il suffisait que nous nous demandions comment mieux nous entendre avec la nature pour que les choses aillent mieux. Qui ont dit, mais non, c'est justement cette façon-là de poser la question qui fait problème. Donc, je voudrais commencer par une introduction un peu générale, un peu théorique. Je vais essayer de la faire la plus claire possible sur pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut se méfier de ce terme nature? Alors si j'ai mis les guillemets, c'est dire que je parle du mot, mais pas tellement de la chose. Et pourquoi est-ce que les questions environnementales, la crise écologique, nous met au défi de penser, et c'est le titre du livre de Philippe Descola, de penser par-delà nature et culture. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en rester là? Pourquoi est-ce qu'il faut essayer de penser par-delà? Mais alors, d'où le titre qu'on a donné, oui, et après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a compris que on ne pouvait pas parler de nature de façon innocente, finalement, comment est-ce qu'on essaie de parler de ce qui nous préoccupe? Alors donc, une présentation générale, et dans un deuxième temps,
des échantillons de réflexion pour voir comment on peut essayer de réfléchir par-delà nature et culture. Donc un à Raphaël, et puis si j'ai un peu de temps, j'en donnerai un deuxième. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut se méfier de ce terme de nature? Bon, je vous disais, c'est Bruno Latour, hein, ce sociologue, philosophe, qui s'est occupé de quantité de choses, mais beaucoup des questions d'environnement et une crise environnementale. Et en 1991, il publie un livre qui s'appelle « Nous n'avons jamais été modernes », et qui est donc publié en 1991. Alors bon, avec la modernité, j'introduis un élément supplémentaire, mais je pense que ça devrait nous permettre de comprendre un peu les choses. Donc qu'est-ce que ça veut dire, moderne? Qu'est-ce que ça veut dire la modernité? Bon, ça peut vouloir dire quantité de choses, mais on peut s'entendre sur, par modernité, on entend une époque historique, hein, 17e, 18e siècle, où se met en place les traits de la civilisation que nous appelons maintenant la civilisation occidentale, c'est-à-dire où il y a à la fois une grande transformation scientifique, hein, Galilée, Descartes, Newton, la physique moderne, qui aura au 19e siècle des applications pratiques qui permettront une maîtrise technique extrêmement importante et qui auront aussi des conséquences politiques. On peut entendre la modernité, hein, cette époque où la figure de notre civilisation se met en place. Et c'est pour ça que je vous ai mis une citation de René Descartes, hein, du philosophe français du XVIIe siècle, et qui publie le discours de la méthode en 1637, et qui, au fond, hein, le discours de la méthode pour bien conduire sa raison dans les sciences, c'est les promesses. Hein, c'est un des premiers discours qui tient des promesses en disant, ben voilà, nous sommes sur le point d'avoir des connaissances qui nous permettront d'agir pour notre plus grand confort et surtout pour notre plus grande santé. Hein. C'est le passage très connu du discours de la méthode, hein, où il dit on peut avoir des connaissances utiles, et puis hein, ça se termine sur ce qui a été cité des millions de fois, un peu trop plus qu'il nous faudrait, mais peu importe. Hein. Et si nous y arrivons, hein, nous pourrons nous rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est cette formule, maître et possesseur, comme maître et possesseur de la nature, qui résume la modernité, non pas tant par le contenu que ça promet, mais par la façon dont ça le met en scène, parce que nous rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est bien désigner ce rapport d'extériorité entre le nous dont parle Descartes, les humains, les hommes, et puis la nature, qui est un objet qu'on maîtrise ou qu'on s'approprie, hein, donc où se met cette distance, ce couple de l'homme et de la nature, mais ce couple qui est un couple d'opposés, qui est un couple d'extériorité. Alors c'est ça que Bruno Latour, dans Nous n'avons jamais été modernes, va mettre en question, en disant c'est ça la modernité. La modernité, c'est cette façon de dire il y a les humains d'un côté, la nature de l'autre, et une relation de domination des humains sur la nature. Et donc, un partage, hein, il va parler de grand partage, qui se fait entre les humains d'un côté, la nature de l'autre, et donc on est amené à trier, que ce soit pour faire le tri entre les connaissances qui sont des connaissances de la nature et les connaissances qui sont ce qu'on appelle maintenant SHS, hein, sciences humaines et sociales, qui sont les connaissances des affaires humaines, ou que ce soit le partage qu'on fait entre ce qui est de l'ordre des scientifiques, hein, qui ont affaire à la nature et qu'on laisse faire, et puis ce qui est de l'ordre de la politique, qui est au contraire les rapports entre humains, ou ce qui est de l'ordre de la morale, hein, les humains, la moralité, c'est les devoirs que les humains ont les uns à l'égard des autres, et puis la nature, qui n'est un ensemble de ressources à notre disposition. Et donc cette répartition des choses entre les humains d'un côté et la nature de l'autre, bon, que Latour désigne sous le nom de grand partage, dit mais ça n'existe pas. Hein. Quelque chose qui soit purement naturel ou purement humain, on a sans arrêt
des mélanges, des hybrides, dit Latour, et tout particulièrement, plus ce qu'on appelle la crise écologique ou la crise environnementale, c'est typiquement le changement climatique. Est-ce que c'est naturel? Oui, c'est naturel, parce que les lois auxquelles ça obéit, la façon dont ce qu'on appelle l'effet de serre, l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère qui renvoie, enfin qui capte la chaleur et qui la renvoie pas, bon, tout ça c'est des phénomènes naturels, mais en même temps, et on a mis en place un organe très humain qui s'appelle le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts du climat, dit c'est ce changement il est anthropique, c'est le résultat des actions humaines. Donc le changement climatique, c'est à la fois naturel et humain, ce grand partage n'a plus de sens, et il a d'autant moins de sens que on avance en âge et on avance dans le temps, et qu'on a de plus en plus des objets, alors je reviens au changement climatique, qui interpellent aussi bien les scientifiques, je disais le GIEC, bon, c'est des humains, mais c'est des spécialistes des sciences du climat, etc., et aussi les politiques, les COP d'ici le mois de novembre, il y aura la COP 27, je ne dis pas de bêtises, 28 même, bon, qui va se réunir. Donc ces phénomènes, là où on avait dit d'un côté les sciences, de l'autre côté la politique, ben on a des phénomènes des ensembles d'événements où il faut à la fois des scientifiques et des politiques, et donc ce grand partage, il est impossible, il n'existe pas. Et en ce sens, dit Latour, nous n'avons jamais été modernes. Alors, à cette critique, de dire c'est quoi ce partage entre nature et entre homme et nature, entre nature et culture, entre nature et société, ça n'a pas de sens. Ça, on peut dire que c'est une critique de l'intérieur. Arrive une deuxième critique, qui est celle donc de Philippe Descola, professeur au Collège de France, qui publie en 2005 Par-delà nature et culture. Alors, quel est le thème? C'est un thème d'ailleurs que vous avez déjà développé. Quel est le thème? Eh bien, ce que Descola, qui est un anthropologue, qui a fait sa thèse, bon, vous savez, les anthropologues font des terrains, ils vont sur place, ils s'installent, et donc Descola, lui, a étudié les Achuars, une population Achuar. Les Achuars, c'est des givarots qui vivent dans la forêt équatoriale, et donc il a appris leur langue, il a travaillé avec eux, il a vécu avec eux, et il s'est rendu compte qu'en Achuar, on n'a pas des mots différents pour dire d'un côté les humains et de l'autre la nature. On ne dit pas ça c'est un objet et ça c'est un sujet. On considère l'ensemble des êtres qui partagent le même milieu de vie comme appartenant à la même communauté. Autrement dit, on le vérifie en d'autres endroits, il n'y a pas, ça on savait avant qu'ils ne le disent, et quelqu'un comme Lévi-Strauss l'a beaucoup dit, il n'y a pas une diversité de culture, il y a une diversité de culture, mais c'est des différences plus grandes qu'on ne pourrait croire, parce que d'une culture à l'autre, c'est une façon de concevoir l'arrangement des existants qui change. Et donc, cette façon qu'en Occident, on a de dire il y a d'un côté les humains et de l'autre la nature, c'est propre aux Occidentaux, et on ne trouve pas ça dans d'autres endroits du globe, en particulier chez les Achuars. Et donc, ce que Descola va montrer, il va dire, il va faire une typologie, il va dire il y a 4 grandes façons de classer les existants, et nous autres occidentaux, il va appeler naturalisme cette façon qui pour nous va de soi, mais dont il va montrer qu'elle ne va pas de soi pour quantité d'autres humains sur le globe, de dire il y a d'un côté tous les êtres qui ont un corps, ils sont
de façon homogène, alors avec des voies différentes, mais ils sont homogènes dans leur corps. Tous les êtres qui ont des corps, ont des lois, ont des façons on peut les étudier. Et puis de l'autre, il y a une exception, c'est l'exception humaine. Seuls les humains ont une intériorité. Hein, et une continuité du corporel, hein, tout ce qui existe à un corps, mais en plus, les humains ont une intériorité. Et donc, de cette distinction, cette façon de répartir les existants, tous les existants ont un corps, seuls quelques existants ont une intériorité. Ça n'existe que dans cette configuration occidentale qu'il appelle le naturalisme, alors qu'il y a d'autres configurations, comme l'animisme, où par exemple tous les êtres qui ont un corps ont un esprit, une âme, ou, bon, je ne vais pas les détailler tous, mais totémisme, analogisme. Et donc, nous, occidentaux, nous avons cette façon, vous voyez comment on remet en question l'idée même de la nature. C'est une idée occidentale qui consiste au fond à arriver à cette dualité homme-nature, à partager, à mettre les humains à part des autres corps par leur intériorité. Alors, Descola va dire, mais ça a eu un aspect extrêmement important, c'est que ça a permis ce développement scientifique qui a, à partir effectivement de la modernité, hein, 16e, 17e, 18e siècle, sorti l'Occident des autres, du reste du monde, il a mis en place de dominer et la nature et le reste du monde. Donc ça a donné le développement scientifique avec les conséquences pratiques, hein, que nous connaissons, mais ça reste quelque chose de proprement occidental, et Descola prend comme référence, et il en avait parlé avant de publier en 2005 Par-delà nature et culture, en disant oui, mais quand on s'imagine que la nature, ça ne s'exporte pas. Si on a, comme on a fait en Occident, des deux côtés de l'Atlantique, à partir dans la deuxième moitié du 19e siècle, si on s'est mis à protéger la nature, c'est-à-dire à inscrire dans l'espace finalement cette séparation entre les hommes et la nature, en mettant des espaces à part, hein, de l'intervention humaine, ou avec l'intervention humaine minimale, hein, c'est les grands parcs américains, mais c'est aussi les parcs naturels européens, eh bien cette façon-là que nous croyons comme protection de la nature, Descola va montrer, si on exporte le modèle dans d'autres parties du monde, ça conduit à quoi? Ça conduit à chasser les habitants humains des espaces qu'on veut contrôler, ce qui s'était d'ailleurs déjà fait en Amérique, dont on avait chassé les Indiens, hein, pour faire des parcs nationaux. Et donc, on ne protège pas la nature, on exporte un mode de vie occidental. Donc, Descola dit, bon, à la fois, attention, c'est vrai, ça nous a donné un développement scientifique, mais en même temps, ça n'est pas un universel, et croire qu'on peut partout protéger la nature, comme on le fait en Amérique du Nord ou en Europe, eh bien, c'est une fois de plus l'Occident qui essaie d'imposer sa loi aux autres pays. Et donc, si on essaie de faire un peu le bilan rapide, hein, cette mise en question, vous voyez, comme je vous ai dit, ça va peut-être pas de soi de se dire il faut rétablir les rapports entre les hommes et la nature, parce que, je dirais, c'est pas la façon dont un hachoir se pose la question. Peut-être qu'un hachoir s'en débrouille mieux avec son environnement que nous autres occidentaux n'en sommes arrivés à nous débrouiller avec ce que nous appelons notre nature. Donc, il faut peut-être remettre l'idée même de nature en cause. Donc, si on essaie de faire le bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, je reviens à ce que disait Descola, hein, le grand partage, hein, cette façon de séparer très nettement entre les humains qui sont seuls une intériorité et le reste des corps, ça nous a donné non seulement des connaissances scientifiques, mais un pouvoir, une maîtrise, des connaissances. D'une certaine façon, les promesses de Descartes, elles ont été satisfaites.
Nous vivons mieux, nous vivons plus longtemps. Mais, bon, je ne vais pas vous rappeler des choses qu'on nous rappelle sans arrêt, que nous nous rappelons nous-mêmes sans arrêt. Cette puissance, elle rencontre des limites. Hein. Depuis le 19e siècle, on s'est mis à brûler à grande rapidité des combustibles fossiles. Et bien, ça nous retombe sous forme d'élévation des températures et de modification des perturbations générales. Même chose, nous vivons beaucoup plus longtemps, nous vivons mieux, mais nous sommes venus à bout de maladies, pas entre autres choses grâce aux antibiotiques, mais les antibiotiques ont développer des bactéries résistantes aux antibiotiques qui sont en train de devenir un danger presque aussi grand que n'étaient les dangers auxquels les antibiotiques avaient auparavant porté remède. Donc nous trouvons les limites de cette puissance, et c'est sans doute parce que nous voyons les limites de notre puissance et nous voyons que on ne peut plus parler de progrès de façon complètement innocente. Hein. Le progrès, bon, il était question de Jonas tout à l'heure. Hans Jonas est quelqu'un qui a montré comment, au bout d'un certain moment, la puissance technique, par ses conséquences involontaires, comme le changement climatique ou les bactéries résistantes aux antibiotiques, est finalement plus dangereuse que les inconvénients qu'elle apporte sont pires parfois que les bienfaits qu'elle nous donne, et donc tout ça demande effectivement une nouvelle prise de conscience morale et une nouvelle façon de voir les choses. Donc c'est sans doute parce que nous sommes tous mis en face des conséquences de cette modernité qui a partagé entre nature et culture et qui nous a donné une maîtrise, que, je dirais, Latour et Descola ont été entendus, en tout cas dans les milieux qui travaillent et réfléchissent là-dessus. On ne peut plus, si vous voulez, arranger les... je ne sais plus le dire du coup. Réarranger les rapports entre... redéfinir les rapports entre les hommes et la nature. On se dit, c'est peut-être... Il faut réfléchir à la façon dont on pose les questions. Il ne suffit pas d'aller chercher une meilleure nature, c'est peut-être la nature qui pose problème. Oui. Donc, Descola et Latour ont été entendus. Mais ce qu'on peut dire aussi, et si on prend les titres de leurs livres d'ailleurs, c'est que s'ils nous ont bien fait comprendre qu'on ne pouvait plus parler de nature innocemment, en même temps, si je peux me permettre, en même temps, mais ils n'ont rien à mettre à la place. Et si vous prenez hein, les titres de Latour que je vous avais donné, hein, au début, il écrit un livre qui s'appelle « Politique de la nature », dans le chapitre 1, et pourquoi les écologistes ne sauraient continuer à conserver la nature. Donc il vous dit à la fois « débarrassez-vous de la nature ». Et en même temps, il appelle ça, quand on passe à Descola, à par-delà nature et culture. Alors c'est bien par-delà, mais c'est toujours de nature qu'on parle. Et donc, le titre, hein, et après, le choix que nous avons fait, Raphaël et moi, dans les deux livres de fond qu'on a publiés sur la question, hein, l'un qui paraît en 97, le bon usage de la nature, et l'autre, bon, en fait, l'édition Nom de poche paraît en 2015, hein, Penser et agir avec la nature. C'est très... Alors, on n'a pas vraiment choisi les titres, les éditeurs l'ont fait pour nous, ils l'ont fait plutôt bien d'ailleurs, mais il y avait une chose qu'on voulait, c'est qu'il soit question de nature. C'est-à-dire que, je dirais, si je pouvais employer l'expression anglaise, avec la nature, take care. Hein, c'est-à-dire à la fois, faites attention, faites gaffe avec la nature, il ne faut pas en parler n'importe comment, mais aussi, au sens du care, c'est d'attention à la nature que nous avons besoin. Et donc, ce que on voudrait vous montrer, alors on ne va pas recommencer bon, le discours relativement général qu'on tient
dans Penser agir avec la nature, où on reprend toutes ces questions. On va vous donner des éléments de réflexion nouveaux, plus concrets, pour essayer de vous convaincre. Alors, si j'ai réussi au moins à ébranler dans votre esprit que, oui, il faut parler de la nature, ben non, c'est pas évident. Et le grand partage, le dualisme, c'est pas évident du tout. Mais c'est quand même avec le mot nature qu'on peut le faire. Et donc, on va essayer de vous donner des échantillons pour vous, des cas plus concrets, pour vous montrer comment on arrive à, tout en continuant à parler de nature, à prendre en considération ce que Latour et Descola nous apprennent et nous ont appris, qu'on ne peut pas traiter séparément de l'homme et de la nature, que s'il y a des frontières, mais ces frontières sont sans arrêt franchies. Et donc, je vais passer la parole à Raphaël, qui donc va vous parler d'un exemple de, à la fois, impossibilité de tenir les frontières et en même temps de nécessité de faire une distinction, et qui est sur la question du sauvage et du domestique. Voilà. C'est donc, je l'ai traité d'ailleurs, le sauvage, le domestique. Attends, oui, prends ton... Et l'entre-deux. Dans le grand massacre des chats, Robert Darnton remarquait, non sans ironie, que toutes les frontières sont dangereuses. Si elles ne sont pas bien gardées, elles peuvent s'effacer. Nos catégories peuvent s'effondrer et notre monde se dissoudre dans le chaos. Or, si bien gardées soient-elles, les frontières, y compris quand on y a construit des murs, n'ont jamais empêché la contrebande, ni les migrants de passer d'un espace à un autre. Je voudrais traiter de la frontière entre le sauvage et le domestique, qui n'est pas à garder comme les autres. Bien que bien des ruraux acceptent le sauvage, mais voudraient qu'il reste à sa place, qu'il n'interfère pas avec l'espace domestique. Je me propose de montrer que c'est illusoire. Il y aura toujours des passeurs de frontières, et dans les deux sens. Espèces sauvages qui s'invitent dans l'espace domestique, où elles ne sont pas les bienvenues, espèces domestiques qui envahissent les milieux naturels. De même, subsistera-t-il toujours un entre-deux du sauvage et du domestique, qu'il s'agisse de milieux ou d'espèces, comme les commensaux. Voilà. Déconstruire les frontières devrait déboucher, de mon point de vue, sur plus de réalisme que de chaos. Le sauvage et le domestique, je voudrais reprendre un petit brin d'histoire à ce sujet. La vision du monde qui s'est imposée à l'époque moderne, en Occident, considère que les hommes se sont arrachés à la nature, à force d'ingéniosité et de travail, et ont construit leur monde, la société. Posant l'extériorité de ce qui est humain et de ce qui est naturel, ce dualisme s'est décliné en un certain nombre d'oppositions. Catherine en a parlé, nature-culture, on pourrait ajouter aussi naturel et artificiel. Et on pourrait a priori considérer qu'il en est de même de l'opposition entre le sauvage et le domestique. En fait, cette opposition est plus ancienne que ne l'est le dualisme moderne. Elle s'est imposée avec l'Empire romain. Pour les Romains, était sauvage ce qui procédait de la silva, la grande forêt européenne, un espace inculte à défricher. Il y avait là des bêtes qui l'habitaient, les individus qui y trouvaient refuge, loin des lois de l'URSS. Tous étaient dans la silva. S'y opposaient les qualités de la domus, en tant que milieu de vie, où chacun était à sa place dans la cité et en suivait les lois. Mais entre le territoire domestique, l'Ortus et la Gère, et la silva, sauvage, les Romains appelaient saltus un ensemble d'espaces, de parcours, de landes plus ou moins boisés, où l'on conduisait les moutons ou des chèvres, où les mauvaises rencontres avec des animaux sauvages étaient toujours possibles. La modernité occidentale n'a fait que systématiser cette conception dans une vision cohérente du monde, celle du dualisme, rangeant alors le saltus selon les circonstances dans l'espace sauvage ou dans le territoire domestique. Alors, le sauvage
je voudrais pourquoi il y a le sauvage que bien des gens redoutent et celui que d'autres apprécient. Cela tient aussi à l'histoire. Les grands pays européens se sont lancés au temps moderne dans des entreprises coloniales. Ils s'y sont trouvés confrontés à une nature qui leur résistait, qui était une nature sauvage, et à des colonisés qui refusaient de l'être et qui, de ce fait, furent considérés eux-mêmes comme des sauvages. On prétendait alors domestiquer les terres colonisées et apporter notre culture à ces hommes rebelles à la discipline de nos sociétés policées. De cette histoire sont issues les caractéristiques de ce que nous considérons comme sauvage. Le sauvage, c'est ce qui résiste à la domestication. C'est la spontanéité même, et c'est l'ingouvernable. La spontanéité, c'est ce qui ne peut que perturber l'organisation prévisible de la mise en valeur dans l'espace domestique. L'ingouvernable, c'est ce qui nie la domination de l'homme sur la nature, sur les animaux et sur d'autres humains. C'est ce qui rend le sauvage absolument insupportable aux partisans de l'ordre et de la domination. Mais ces mêmes caractéristiques du sauvage conduisent d'autres humains à l'apprécier, ainsi que l'avait écrit Henri David Thoreau. Aider le sauvage. Aimer cette nature insoumise, c'est préserver le sauvage qui est en nous, car il y a du sauvage en nous. Cette aspiration à la liberté qui est commune à tous les êtres vivants. C'est donc refuser d'être soi-même domestiqué et dominé. C'est ne pas accepter la soumission. Dans ce refus de la domination, Thoreau se proclama hostile à l'esclavage, au sort que ses concitoyens réservaient aux Amérindiens, et s'opposa à la guerre contre le Mexique. Et dans son refus de la soumission, il écrivit « La désobéissance civile ». Sous la forme de forêts considérées comme vierges, le sauvage a trouvé des admirateurs, en particulier aux États-Unis, y compris chez les partisans de l'ordre. Impressionnés par les milieux que les pionniers s'étaient employés à défricher, les préservationnistes américains entendirent dès la fin du XIXe siècle protéger strictement la wilderness, ces forêts primitives dont ils trouvaient le spectacle sublime. Adoptée en Amérique du Nord, États-Unis et Canada, la préservation de la wilderness fut le modèle de la politique de protection de la nature que les pays occidentaux ont imposé à leurs colonies au début du siècle suivant. Parce qu'il entendait mettre des forêts vierges à l'abri de toute influence humaine, ce modèle américain a conduit, comme l'a signalé Catherine tout à l'heure, dans tous les pays tropicaux, à éliminer ou déplacer de force des populations autochtones. Peu importait que ces forêts que l'on croyait primitives aient été auparavant leur milieu de vie. Comme en compensation de ce que Ghassan Hadj, dans un ouvrage intitulé « Le loup et le musulman », appelle une entreprise de domestication généralisée, on a donc laissé une place au sauvage en le reléguant à des zones particulières, la wilderness, les parcs nationaux et les réserves indiennes. Les deux bien évidemment séparés, puisque la wilderness doit être protégée des hommes. Voilà, bon, c'était fin de l'histoire qui explique un peu les attitudes vis-à-vis de ça. Alors, je voudrais parler maintenant des assauvagements et de la question de savoir comment réagissent de nos jours, dans un pays de vieille civilisation agraire comme la France, les personnes qui sont dans la nécessité de coexister avec du sauvage. De même que les friches industrielles symbolisent, aux yeux des anciennes familles ouvrières, comme des habitants et des commerçants du voisinage, le chômage, la jeunesse désœuvrée, la fin de façon de vivre et de manière d'être. De même, la progression des friches et des boisements spontanés sur des terroirs qui furent jadis cultivés ou pâturés symbolise, aux yeux des résidents des régions où la déprise agricole est manifeste depuis le milieu du XXe siècle, symbolise la désertification, la misère sociale des hameaux dépeuplés. Les gens du lieu déplorent donc pour la plupart ces stigmates d'un ensauvagement des campagnes, des zones périurbaines.
Cependant, ces mêmes gens du lieu savent bien que l'on ne saurait domestiquer toute la nature et qu'il faut bien côtoyer du sauvage. Plus, outre les naturalistes et les protecteurs de la nature, les chasseurs et les cueilleurs sont d'ailleurs très attachés aux espèces qui ne sont pas domestiquées et aux espèces sauvages qui les habitent. Si bien que le point de vue le plus partagé parmi les gens du lieu est le suivant: qu'il y ait du sauvage, d'accord, mais il faut qu'il reste à sa place. Il est admissible et on peut l'apprécier s'il respecte la frontière entre l'espace domestique et l'espace peu anthropisé, où là on peut l'étudier, le chasser, le cueillir, etc. Or, avec la déprise agricole et forestière, les milieux ensauvagés gagnent du terrain sur l'espace que l'on considérait jusqu'alors comme domestiqué. Il en est de même dans les zones urbanisées. La désindustrialisation a multiplié les friches industrielles et la dynamique de l'habitat s'est traduite par des friches urbaines et périurbaines. La frontière, donc, se déplace au profit du sauvage. En outre, ces espèces qui se boisent et sont sauvages servent d'habitat à des animaux et des végétaux ingouvernables qui n'ont que faire des frontières et qui n'hésitent pas à envahir l'espace domestique. Il y a donc des passeurs de frontières. Les mauvaises herbes concurrencent les cultures, les insectes ravagent les récoltes, et les loups n'hésitent pas à se nourrir de brebis, au grand dam des éleveurs. Il faut donc maintenir la nature à distance, parce qu'elle est source de perturbations et d'imprévus. D'où la lutte contre ces êtres qui s'invitent dans un espace domestique où ils ne sont pas le bienvenu, à grand renfort d'herbicides, de pesticides et de lutte contre les nuisibles. Il y a des passeurs de frontières dans les deux sens. On peut songer aux animaux marrons qui échappent à la gouvernance des hommes, qui adoptent un mode de vie proche des animaux sauvages. Pensez aux chiens errants, même les chiens divagants qui ne sont sauvages qu'à l'occasion, aux chats arrêts, aux lapins qui ont envahi l'Australie dans la seconde partie du XIXe siècle. On peut aussi penser à ces plantes cultivées qui se dispersent et dont certaines, souvent mais pas toujours des exotiques d'ailleurs, deviennent envahissantes dans leur milieu d'accueil où elles nuisent à la faune et à la flore locale. Bon. C'est donc des passeurs de frontières dans les deux sens. Mais la déconstruction de l'opposition entre le sauvage et le domestique va au-delà de la multiplicité des passeurs de frontières. Entre le sauvage et le domestique, il y a un entre-deux. Un entre-deux de milieux dont on aurait bien du mal à savoir jusqu'à quel point ils sont sauvages ou jusqu'à quel point ils sont domestiques. Qu'il s'agisse d'espaces pastoraux, parcourus à l'occasion, ou de peuplements forestiers qui ne sont plus exploités depuis longtemps, mais certains riverains prélèvent encore un peu de bois mort. S'il est donc des milieux qui se situent et se situeront longtemps dans l'entre-deux, il est aussi des animaux dont on doit admettre qu'ils sont plus ou moins sauvages et plus ou moins domestiques. Il y a les commensaux qui sont pas sous la dépendance des hommes, tout en suivant des établissements humains et en ayant fait leur biotope de prédilection. Certains cohabitent sans problème avec les humains, on peut même les apprécier, je pense par exemple aux hirondelles. D'autres sont parfois même plus exécrés que ne le sont les sauvages qui ne tiennent pas à leur place. Tout aussi ingouvernables qu'eux, ils ont la mauvaise idée d'être parfaitement adaptés aux environnements les plus construits. On peut songer aux rats, aux souris, aux blattes, aux cafards. Les espaces ensauvagés, ce que l'on qualifie en France de nature férale, sont composés de milieux en libre évolution, depuis un temps plus ou moins long, parfois ouverts à des usages, jeux d'enfants, cueillette, chasse, piégeage, observation naturaliste. Cette nature férale est aussi composée de milieux dont on ignore ce que sera leur évolution et qui conserveront surtout longtemps la mémoire de leur utilisation passée. Ils ne seront jamais proprement naturels. Ils seront toujours un hybride de nature et de culture.
Donc la nature férale se situe bien dans l'entre-deux, du sauvage, comme quintessence de la nature, et du domestique. Le monde vivant est bien plus complexe et plus divers que ne le laisserait penser sa division entre ce qui est sauvage et ce qui est domestique. Il n'y a pas deux domaines séparés, mais deux pôles, entre ce qui est authentiquement sauvage et authentiquement domestique. Il y a bien des figures intermédiaires et des situations hybrides. Voilà. Alors, la libre évolution du point de vue de la protection de la nature. Je vais donner le problème que cela peut poser. J'ai bientôt fini. Lutter contre l'érosion de la biodiversité, et en particulier contre l'importante diminution des effectifs des populations d'espèces communes, parce que c'est ça qui est important, d'espèces communes, voient leur effectif s'effondrer, nécessite d'intervenir dans l'espace domestique pour limiter, d'une part, l'artificialisation des sols par urbanisation, et d'autre, pour substituer aux pratiques de l'agriculture productiviste, grande pourvoyeuse de pesticides et d'herbicides, des formes de production plus respectueuses de la nature. Dans l'entre-deux du sauvage et du domestique, forêts inexploitées, espaces agricoles ou pastoraux délaissés, friches urbaines ou industrielles, il y a place pour des milieux abandonnés au seul dynamisme naturel. En fait, la nature laissée à sa spontanéité sait faire de la diversité aussi bien que ne le font les humains quand ils agissent avec perspicacité. Si bien que la libre évolution de ce qu'on a appelé la nature férale, c'est-à-dire de cet entre-deux de milieux ensauvagés, participe de plein droit à une politique de protection de la nature. Protéger la nature revient alors à la laisser en libre évolution partout où c'est possible, et ce, d'autant plus que la trajectoire de ces milieux conduit à des formes boisées qui piègent du carbone. Or, si les milieux délaissés depuis suffisamment longtemps pour avoir un fort aspect de naturalité sont rares sous nos climats, il n'y a rien de plus banal que ceux qui sont sauvages. Ils s'étendent dans les campagnes, du fait de la déprise agricole et pastorale. Ils sont enclavés dans les espaces urbains et périurbains. La nature férale est finalement une nature ordinaire. Du point de vue de la protection de la nature, la libre évolution est donc une solution dans l'entre-deux du sauvage et du domestique. Oui, mais elle n'est pas la solution miracle. Même ceux qui admettent que cette dynamique naturelle conduit progressivement, mais même ceux qui la promeuvent, admettent que cette dynamique conduit progressivement à une fermeture des paysages. Or, les paysages ouverts, avec des terres cultivées, des prairies, des parcours, des landes, des terrasses, sont des milieux très riches en espèces, particulièrement favorables aux insectes, aux oiseaux et aux herbivores. De même, ces paysages, façonnés par des générations de sociétés paysannes, représentent un patrimoine culturel auquel sont attachés les gens du lieu, mais aussi des gens d'ailleurs. On peut donc considérer que protéger la nature peut consister à lutter contre la fermeture de ces paysages, en favorisant et subventionnant des pratiques pastorales et agricoles. En outre, les milieux enfrichés et les forêts non entretenues représentent un danger dans le sud de la France, en particulier en région méditerranéenne. Elles sont sensibles aux incendies et favorisent la circulation des feux, si bien qu'il n'est guère prudent de les laisser libres d'évoluer à proximité des habitations. Je signalerai enfin que s'il est souhaitable que des friches industrielles et urbaines et périurbaines soient laissées en libre évolution, il faut prendre en compte qu'il est important de densifier les zones urbaines et périurbaines afin de limiter la destruction de milieux agricoles et naturels. Il n'est donc pas scandaleux, d'un point de vue de la protection de la nature, de construire des habitations sur des friches industrielles dès lors que les plans d'urbanisme limitent strictement l'extension de l'habitat urbain. Tout dépendant du contexte local et des oppositions que ne manquent pas de rencontrer
tout projet de laisser en libre évolution des surfaces non négligeables. Ne plus entraver les processus naturels en cours dans les milieux qui sont sauvages va à l'encontre des routines administratives qui gèrent la biodiversité dans les parcs, les réserves, etc. et se heurte aussi et surtout à la réprobation d'une partie de la population qui supporte mal cet ensauvagement ou qui voit ses activités perturbées dans l'espace domestique par les êtres sauvages peu conviviaux qui y trouvent refuge. Reconnaissons encore que si, quand on est fidèle à Paul Lafarge, il est légitime de proclamer le droit à la paresse, il est difficile de ne rien faire dans un pays très attaché à la valeur travail. Enfin, il est délicat pour tous ceux qui ont des responsabilités locales de justifier leur inaction. Les places respectives de la libre évolution dans l'entre-deux du sauvage et du domestique et du maintien de milieux ouverts sont donc objets de divergence et ne devraient pouvoir être définis qu'à l'issue de délibérations entre tous les citoyens concernés. Trop tard. J'ai mis trop tard là, vous n'avez pas lu ça. Donc, on peut s'arrêter là et passer aux questions. Je peux raconter rapidement une deuxième petite histoire. C'est un petit peu comme la modératrice qui est là. Ah ben vous êtes là. Enfin, vous étiez allé où? Oui, on peut prendre une question ou pas. Oui. S'il y en a en tout cas, en volontiers, sinon, relativement. On peut raconter une autre histoire. C'est marrant d'ailleurs. Volontiers. Bon, ben alors, ça va. Depuis combien de temps? 5 minutes? Allez, 5 minutes. 5 minutes pour vous. Bon, je pense que ce que vient de vous dire Raphaël, c'était pour montrer que, ben, une fois qu'on dit qu'il n'y a pas de séparation entre nature et culture, il n'y a pas la nature d'un côté, il n'y a pas la culture de l'autre, il y a des entre-deux, il y a des échanges, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus que de l'humain. Et pour rendre compte de la diversité des non-humains, ben, le mot de nature n'est pas inutile, et pour comprendre que c'est pas parce qu'il n'y a pas des partages nets et des frontières nettes qu'il n'y a plus que des humains sur Terre. Je dirais, on n'en a pas fini comme ça avec la nature. Et sur le thème, on n'en a pas fini comme ça avec la nature, je vais raconter donc rapidement, présenter un cas. C'est pas une histoire, c'est pas un conte de fées. Hein. Je vais présenter rapidement des éléments sur le parc de la Courneuve. Alors, le parc de la Courneuve est une banlieue nord de Paris, donc ce sont les banlieues ouvrières, pauvres de Paris. Et on a, d'où l'image que vous avez là, où vous voyez de la verdure, et derrière vous voyez des parcs d'immeubles. C'est la réalité de cette banlieue nord de Paris, où dans les années 70, on a construit un grand parc. C'est le premier parc non parisien, je veux dire, après le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. C'est le troisième donc en superficie, le premier des parcs non parisiens. Et bon, il a été construit, alors je vais vous donner l'autre image. Alors ce parc, donc c'est le 9-3, hein, c'est donc les banlieues pauvres, dures, et l'idée ça a été, ils ont bien aussi le droit d'avoir un parc comme en ont les gens de l'ouest de Paris, de bois de Boulogne. Et donc, sur des terrains qui étaient, Raphaël parlait de friches industrielles, hein, des friches industrielles, aussi parce qu'il y avait eu des terrains rachetés il y avait eu un autre projet. Bon, dans les années 70, on construit, qu'est-ce que je veux dire quand je dis on construit le parc de la Courneuve? C'est que pour faire le parc de la Courneuve, donc sur une superficie, j'ai pas pris, mais qui est large, hein, ça fait des dizaines, sinon des centaines d'hectares, ça a été donc
on a vidé des bidonvilles. Hein. Alors là, c'est plus des Indiens qu'on chassait, là, c'était des bidonvilles qu'on relogeait ailleurs. Et avec les années 70, c'est le moment où, à Paris, on construit la Défense et où on construit le Forum des Halles. Donc ça fait des chantiers énormes, ça fait des déblais, des remblais énormes, et tous ces déblais, ces remblais vont être transportés de l'ouest et du centre de Paris vers le nord-est, la Courneuve. Et pour vous dire le chantier que ça a été, j'ai pris les chiffres, hein. Pendant 10 ans, il y a eu toutes les minutes 2 camions de 15 tonnes qui ont apporté des déblais pour construire le parc de la Courneuve. Donc on a complètement refait, on a fait des vallons, on a fait, donc vous voyez, il y a des lacs, il y a une construction totale. Bon, et puis on fait pousser de l'herbe, etc. Et donc on ouvre le parc à la fin des années 70, et bon, les gens, ils sont contents, hein, effectivement, d'aller dans le parc. Et puis bon, années 80, oui, les années 80, comme on a, c'est pas simplement à la Courneuve qu'on a enlevé les bidonvilles, mais aussi partout autour de Paris, on a construit les tours que vous voyez dans la diapo précédente, et tous ces gens qu'on a relogés, eh ben, il faut leur permettre de venir travailler souvent à Paris ou dans d'autres banlieues, donc on se met à construire des autoroutes. Et pour relier les autoroutes, il faut des bretelles d'autoroutes qui relient aux différents endroits. Et donc, il est question de relier la 86, qui est une des autoroutes de grande périphérie, de grande circulation de la région parisienne. Il faut une bretelle de la 86 pour aller à la Courneuve. Et cette bretelle de la 86 passe sur une partie du parc de la Courneuve qui n'avait pas encore été aménagée pour être... mais qui devait faire partie du parc. Et donc, ben, d'une part, les gens de la Courneuve, ils en ont marre des chantiers. Ça fait 20 ans qu'ils ont des chantiers. Une bretelle de plus, franchement, ils en ont marre. Et d'autre part, ben, les gens du parc se disent ça va pas aller parce que ça va appuyer, ça nous prend une partie du parc. Et donc se fait une association de riverains, de responsables du parc. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont trouver, pour trouver un argument pour empêcher que la bretelle ne passe, ils vont trouver ça. Ça, c'est le crapaud calamite, hein, Epidalea calamita. Bon, et c'est quoi le crapaud calamite? C'est une espèce protégée qui aime beaucoup, elle est protégée, qui aime beaucoup justement les remblais, hein, les terres fraîchement bougées, et qui aime aussi, comme tout crapaud qui se respecte, les petites mares. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des petites mares à cet endroit-là, à ce bout du parc? Eh bien parce que les camions qui apportaient leurs 15 tonnes de remblais toutes les minutes, tous ces remblais ont pesé sur la nappe phréatique et ont provoqué une remontée de nappe phréatique. Alors vous avez là typiquement ce qu'on peut appeler un phénomène hybride. Parce que c'est à la fois, c'est le résultat des travaux humains. Et bon, je n'ai pas eu le temps, mais vous avez vu à quel point ce parc est d'une certaine façon artificiel. Hein. Mais le poids même du parc fait remonter de l'eau, et les crapauds qui étaient par là, bon, qui eux n'avaient pas une idée de ce qu'était un parc, etc., ben, ils s'y trouvent très bien. Et comme aux merveilles, ils sont protégés, bon, les associations se débrouillent, et le préfet prend un arrêté de biotope, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'interdire la construction de la 86. Et donc, ben voilà. Alors, mon histoire, elle ne va pas être longue, mais elle ne s'arrête pas là, parce que une fois que le crapaud calamite a sauvé, et s'est sauvé aussi de cette fraction du parc, ben, d'abord, ceux qui étaient intervenus protecteurs du crapaud calamite disent attention, attention,
Donc, il ne faut pas faire un parc comme c'est au centre du parc de la Courneuve, parce qu'à ce moment-là, le crapaud calamite, il va partir. Donc, si vous voulez que le crapaud calamite reste, il faut lui laisser l'endroit où il aime être. Et puis, les autres associations, alors il y a eu des associations à la fois locales, il y a eu des associations de protection de la nature nationales et même internationales, qui disent, oui, il n'est pas question de transformer ce bout du parc sur le modèle, ce modèle de pelouse assez artificielle. Il faut préserver le vallon écologique. Et donc, on va décider de ce qu'on appelle la gestion harmonieuse, c'est-à-dire qu'on va gérer le parc de la Courneuve, à la fois comme on gère un jardin, c'est-à-dire qu'on tond les pelouses, on plante des fleurs, etc., mais aussi comme ce dont parlait Raphaël, de quasi-hydroévolution. Hein. Donc, non seulement on ne tombe pas, mais on ne bouge pas au moins possible, et puis on laisse. Il y avait les crapauds calamites, j'aurais pu vous montrer des tritons dorés aussi. Hein, plus des oiseaux qui passaient. Je termine. Et résultat, il a fallu les gardes du parc, jusque-là ils faisaient la police, ils empêchaient que les ados embêtent les mamans, etc., etc. Mais il a fallu former quasiment des gardes écologiques. Donc ça a tout transformé la gestion du parc de la Courneuve, qui travaille maintenant avec le Muséum national d'histoire naturelle. Et puis les gens se sont mis à s'intéresser aux crapauds calamites et aux oies et à différentes choses, et à questionner les gardes quand ils voyaient, il y avait une loi qui ne voyait plus, qu'est-ce qu'elle était devenue loi. Les gardes disaient, c'est un renard qui les a mangés, vous savez, on n'est pas dans un zoo, hein, c'est la nature, etc. Bon, j'arrête là pour vous montrer que vous avez un objet hybride et la nature est dedans. Voilà.